Donc, je reprends pour la signature numérique à l'aide d'un cryptosystème à clé secrète et un arbitre. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, A va chiffrer son message grâce à une clé secrète partagée avec l'arbitre et envoyer le résultat à l'arbitre. L'arbitre, ayant la clé secrète entre lui et A, il va déchiffrer le message et rajouter un avis. Donc, la preuve qu'il a reçu le message de A. Puis, il va rechiffrer le tout, le message plus l'avis, grâce à la clé secrète qu'il partage avec B. B, quand il va recevoir ce message, il va déchiffrer avec la clé secrète qu'il partage entre lui et l'arbitre et il va être sûr que le message provient de A grâce à l'avis de l'arbitre. Ce protocole est valable, mais il est coûteux en temps pour l'arbitre car il doit chiffrer et déchiffrer les messages de toute paire de correspondants qui veulent s'échanger des messages signés. En plus de ça, l'arbitre doit être totalement sûr. Si sa base de données de clés secrètes venait à être divulguée, toute signature deviendrait inutilisable. Donc en fait, ce protocole est un protocole purement théorique. We don't use it. Ensuite, la signature numérique à l'aide d'un système à clé publique, d'un cryptosystème à clé publique. Un des avantages majeurs de la cryptographie à clé publique est qu'elle procure des méthodes permettant d'utiliser des signatures numériques. Donc, le protocole, c'est le suivant. A chiffre le message à l'aide de sa clé privée, puis il l'envoie à B. B va utiliser la clé publique de A pour vérifier la signature. Donc, ce protocole est nettement meilleur que le précédent. L'arbitre n'est pas nécessaire. Les signatures numériques vont contenir souvent une datation, donc ce qu'on appelle la date plus l'heure, pour garantir qu'un même protocole ne sera pas joué par un des correspondants. Donc, pour garantir que le message qui a été signé ne va pas être rejoué par la suite plusieurs jours ou plusieurs heures plus tard. Par exemple, c'est le cas où B, par exemple, copie le chèque signé et envoyé de A. Si la signature ne contient pas une datation, B peut apporter à nouveau le chèque à la banque qui va vérifier la validité de la signature de A et transférer l'argent d'un compte à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on va me rajouter une date et une datation, un horodatage. Alors, à votre avis, c'est quoi le problème ici? En quoi en quoi est-ce, en fait, d'où il y a un problème dans ce protocole-là? À votre avis, c'est lequel? Vous avez une idée? Non, c'est pas ça. Si on trouve la clé privée, on peut signer à la place de la personne, plutôt. Something else.
Si on a la clé, si on a la clé privée, on peut modifier les messages, oui. On peut modifier les messages et les signer à la place de la personne. Autre chose, rien à voir avec la clé privée. Un inclus, s'il a la clé publique de A, peut intercepter les messages. Effectivement, en fait, donc, première des choses, ici, le message, puisqu'il est chiffré avec la clé privée, de toutes les façons, n'importe qui peut connaître le contenu du message grâce à la clé publique. Autre chose, on a un autre problème. J'en ai parlé au début du chapitre. Alors, je vais donner la réponse. Alors, le problème qui se pose aussi, un autre problème qui se pose, c'est on chiffre le message en entier avec la clé plus privée. Ça, et une méthode de chiffrement asymétrique. Ça veut dire que ça va être lent. C'est ce que je veux dire par là. Et donc, puisqu'on a ça, il y a eu une autre amélioration qui a été proposée, c'est la signature à l'aide d'un cryptosystème à clé publique et d'une fonction de hachage. Donc, dans les applications pratiques, les algorithmes à clé publique sont souvent inefficaces pour signer de longs documents. Pour gagner du temps... arrête! Pardon. Désolée. Nous avons eu l'intrusion d'un chat. Où est-ce que j'en étais? Ça, on a fait... On est là. Voilà. Hey, Pupus. Bref, après cette interlude à cause d'un chat, nous revenons à nos moutons. Je disais, la signature à l'aide d'un cryptosystème à clé publique est une fonction de hachage. Dans les applications pratiques, les algorithmes à clé publique sont souvent inefficaces pour signer de longs documents. Donc, pour gagner du temps, les protocoles de signature numérique sont souvent réalisés avec des fonctions de hachage à sens unique. Donc, A va calculer le condensat de son document et il va signer le condensat, donc le H, à l'aide de sa clé privée, puis il envoie le document et le condensat signé à B. Donc, la vitesse de ce protocole est beaucoup plus élevée et comme la chance d'avoir deux documents de même empreinte est très faible, on est sûr que la signature est faite sur le document en question et pas sur un autre. Donc, ce protocole a plusieurs avantages. La signature peut être gardée séparément du document et l'espace de stockage des empreintes est beaucoup plus petit que celui des documents. Il est entre 128 bits et 512 bits. La signature. Donc, pour la signature, on va pouvoir utiliser les différents algorithmes de chiffrement asymétrique qu'on avait vus dans le chapitre de la cryptographie asymétrique. On va voir que le protocole de signature utilisant l'algorithme RSA. Donc, la signature en utilisant RSA utilise le même algorithme que celui pour le chiffrement. La seule différence est dans l'utilisation de la clé privée pour signer et de la clé publique pour la vérification de la signature. Donc, si on a Alice
qui a la clé privée A KPRA et sa clé publique KPUBA et veut envoyer un message à M en signant son message. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord calculer H de M et puis à H de M, elle va lui appliquer la fonction de signature ou la fonction de chiffrement, ce qui est la même, sauf que elle va, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire H de M, le tout à la puissance de la clé privée de A, modulo N, et elle va envoyer le résultat qui est égal à Y. Bob, pour vérifier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer F-1 avec la clé publique de Alice de H de M. Il va trouver Y, donc il va calculer Y à la puissance K publique de A, K publique d'Alice, la clé publique d'Alice modulo N. Il devrait trouver H de M. Donc, en même temps, il va calculer H de M du document, du message qu'il a reçu pour vérifier comme quoi ce H de M qui a été calculé grâce à Y à la puissance clé publique d'Alice modulo N, est égal au H de M, donc au message, au condensat du message qui a été envoyé. Donc là, on a vu la signature numérique grâce aux fonctions de hachage plus fonction de chiffrement asymétrique. Maintenant, dans l'absolu, on a un autre problème. Qu'est-ce qui nous prouve, par exemple, si je prends Alice ici, qu'est-ce qui nous prouve comme quoi la clé publique d'Alice est bien la clé publique d'Alice? Par exemple, je peux dire que moi, je suis Alice et je vais dire comme quoi voici ma clé publique, alors que je ne suis pas Alice. Je m'appelle Kenza. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est à cause de cela qu'on a ce qu'on appelle l'existence des infrastructures à clé publique. Donc, ICP en français, mais vous allez pour la plupart du temps le voir en anglais avec le nom PKI, Public Key Infrastructure. Donc, une PKI, c'est quoi? C'est un ensemble de composants physiques, de procédures humaines et de logiciels permettant de gérer le cycle de vie des certificats numériques, certificats électroniques. Donc, on va voir c'est quoi les composants d'une PKI. Ensuite, on va voir comment fonctionne une PKI. Ensuite, on va voir à quoi ressemble un certificat électronique, etc., etc. Donc, on va commencer d'abord par les composants d'une PKI. Dans une PKI, on va retrouver une autorité de certification qu'on appelle CA ou AC, selon est-ce qu'on parle en français ou on parle en anglais. Cette autorité de certification, c'est elle qui signe les demandes de certificat et les listes de révocation. Alors, c'est quoi une liste de révocation? C'est une liste qui va contenir les certificats qui ne sont pas encore expirés, parce qu'un certificat va avoir une date d'expiration, date de péremption, mais qui va être, on va dire, ce certificat, il n'est plus utilisable, il n'est plus valable, même si la date d'expiration n'est pas encore atteinte. Donc, c'est l'autorité de certification qui va signer les demandes de certificat et qui va signer aussi les listes de révocation. On a aussi l'autorité d'enregistrement, Registration Authority ou autorité d'enregistrement. Elle va créer les certificats et effectuer les vérifications d'usage sur l'identité d'un utilisateur final. Donc, l'autorité d'enregistrement va vérifier comme quoi c'est l'utilisateur de ce futur certificat et bien qui dit être en vérifiant son identité, et c'est aussi cette autorité qui va créer le certificat.
Donc, une fois que le certificat est créé, c'est l'autorité de certification ensuite qui va le signer. On a aussi l'autorité de dépôt. C'est une autorité qui va stocker les certificats numériques ainsi que les listes de révocation. On va avoir l'entité finale, c'est celui qui va utiliser le certificat. Et ensuite, on a l'autorité de séquestre, ou alors key escrow, qui va stocker de façon sécurisée les clés de chiffrement créées par les autorités d'enregistrement pour pouvoir les restaurer. Alors, l'autorité de séquestre est une autorité qui n'est pas obligatoire, elle est optionnelle. Dans certains cas, dans certaines PKI, l'autorité de séquestre existe, ça veut dire que cette autorité va avoir les clés secrètes, les clés privées et les clés publiques de chacun de toutes les entités finales dont le certificat a été créé par cette PKI et signé par cette PKI. Et dans d'autres PKI, il n'y a pas d'autorité de séquestre. Et donc, voilà. Maintenant, quand quelqu'un va vouloir avoir un certificat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers l'autorité d'enregistrement. Il va lui dire, voilà mes clés, voilà ma pièce d'identité ou un élément permettant de m'identifier, de dire comme quoi je suis bien la personne qui prétend être. L'autorité de certification va vérifier tout ça, va créer le certificat et va le valider. Donc, il va dire comme quoi, ah oui, bien, oui, par exemple, moi, Kenza, je veux créer avoir mon certificat. Je vais aller vers l'autorité d'enregistrement avec ma pièce d'identité, avec mes clés, et je vais dire, je veux avoir un certificat, veuillez me créer un certificat à mon nom, avec ces clés-là. L'autorité d'enregistrement va voir ma pièce d'identité, va voir que je suis bien la personne qui est sur la pièce d'identité, et il va, à ce moment-là, donc valider mon identité, il va créer le certificat, l'envoyer ensuite à l'autorité de certification, donc à l'AC. L'AC va signer le certificat et va me le donner. Maintenant, il y a d'autres éléments qui vont rentrer en jeu. Quand je vais vouloir acheter, par exemple, quelque chose en ligne, je vais utiliser mon certificat pour signer, pour dire comme quoi je suis bien moi. Quand je vais faire ça, par exemple, la boutique d'e-commerce, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer cette signature, elle va vérifier comme quoi cette signature est valide en m'envoyant. Enfin, vous allez voir par la suite comment on le fait. On va dire qu'elle va vérifier la validité. Une fois que la validité est vérifiée, je vais avoir un OK. La boutique va accepter mon achat et va finalement envoyer par la suite les items que j'aurais achetés. Donc, les certificats numériques, on va avoir deux types généralement. Un type qui va être le certificat de signature, qui est utilisé pour signer des documents ou s'authentifier sur un site web. Et on a les certificats de chiffrement. Donc, dans les certificats de signature, on va retrouver la clé publique de signature qui va permettre aux personnes de vérifier ma signature, par exemple. Dans les certificats de chiffrement, il va y avoir la clé publique de chiffrement qui va permettre aux personnes qui veulent communiquer avec moi, si on parle de mon certificat de chiffrement, d'utiliser la clé publique de chiffrement pour chiffrer des messages et me les envoyer. D'où on a deux types de certificats, certificat de signature et certificat de chiffrement. Maintenant, généralement, les certificats vont utiliser le standard X509. Le standard X509 est un standard qui définit le format des certificats à clé publique.
Les certificats X509 sont utilisés pour différents protocoles sur Internet, comme TLS, SSL. Il va contenir une clé publique et une identité. Et il va être signé par soit signé par une autorité de certification, ou alors il peut aussi être auto-signé. En plus du format du certificat, le standard va spécifier aussi les listes de révocation de certificats comme une manière de distribuer les informations des certificats qui n'en sont plus valides. On arrête là pour le cours. Prochaine séance, on va voir en détail le format des certificats X509 selon les versions du certificat. On a 3 versions, version 1, version 2, version 3. On va voir un exemple. Et puis, on verra aussi comment faire comment s'assurer du certificat, de la validité du certificat, etc. Et comme quoi on a confiance en ce certificat, oui ou non. Donc, normalement, au prochain cours, on aura fini le chapitre 9 et on aura fini les cours de ce module. Il ne restera plus que les TD. That's it. Donc, je pense qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter jusqu'à midi 10. On reprend à midi 10 avec le TD. D'accord? Donc, vous avez 4 minutes avant le TD.